bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Maïté, aussi connue sous le pseudonyme Mademoiselle Lee. À 34 ans, cette ancienne banquière vit de sa passion de la lecture grâce à son compte Instagram et à son blog. Elle nous partage son parcours. Merci Maïté d'avoir accepté cette invitation pour le blog et pour le podcast Développement Royal. Alors Maïté, moi je t'ai découvert, tu es Mademoiselle Lee sur Instagram, tu es une Instagrammeuse et une blogueuse qui parle de livres, ce qui est assez atypique et c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais te laisser succinctement te présenter puis on reviendra un petit peu sur ton parcours en détail. Oui, alors donc comme tu l'as dit, je m'appelle Maïté, j'ai 34 ans et j'ai créé il y a 3 ans un compte Instagram et un blog dédié à mes lectures, tout simplement parce que j'avais pas dans mon entourage des personnes avec qui échanger autour de ma passion. Donc j'ai créé ce compte Instagram au début par passion et puis ça a pris tellement d'ampleur que ça en est devenu mon métier depuis 1 an à 100%, à temps plein. Alors, on va avoir l'occasion effectivement de détailler un petit peu comment on passe d'une passion et d'une activité du week-end, du soir et du temps de repos à un métier full-time et pourquoi on fait ce switch. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu ton parcours? Tu habites où? Où est-ce que tu as grandi? Quelles étaient un peu tes origines, on va dire? Alors moi je viens du Nord-Pas-de-Calais, je suis née dans une petite ville à la frontière belge. Voilà, j'y suis restée jusqu'à l'âge de mes 25 ans. Alors mon parcours n'est pas du tout littéraire. J'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'ai travaillé en banque. Et puis à 25 ans, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une envie de tout balancer, de tout quitter. Et j'ai démissionné, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon logement et je suis partie vivre en Espagne. Donc, alors c'est une passion que j'ai eue depuis dès que j'ai découvert l'espagnol en 4e, ça m'a plus quitté. J'ai fait une licence d'espagnol, mais que j'ai abandonnée ensuite. Mais voilà, j'avais cette envie et cet amour pour l'espagnol. Donc, je suis partie vivre à Madrid à 25 ans et j'y suis restée 6 ans. À Madrid, j'ai travaillé en assurance et c'est la dernière année à Madrid où j'ai développé ce compte Instagram. Je pense que il y avait une envie de retour en France à l'époque et ça a été un peu l'élément déclencheur quand je me suis rendu compte que mon compte Instagram fonctionnait et que je commençais à être invitée sur Paris pour des rencontres littéraires. Voilà, donc depuis 3 ans, 3 ans, oui, c'est ça. J'ai déménagé sur Paris. J'ai d'abord été employée de banque pendant 2 ans et j'ai quitté mon employeur il y a 1 an pour finalement me consacrer qu'à ça. Ok, donc on va revenir dessus parce qu'effectivement, donc il y a 2 étapes, on va dire. Tu lâches une première fois le boulot pour te consacrer à l'activité, puis une deuxième fois quand après tu as remonté sur Paris. Heu, quand tu étais plus jeune, tu dis tu as pas fait un parcours littéraire. Je dis toujours, c'est assez intéressant de voir par quoi les gens ont transité, tu vois, avant d'arriver, le cheminement un peu sinueux. Tu aimais quand même la lecture? Pas du tout? Tu étais fâché avec la lecture, plus jeune? Ou comment c'était, quand tu étais, on va dire, l'âge adolescence ou préadolescence? J'étais pas du tout une grosse lectrice. J'allais 1 fois par semaine à la bibliothèque, mais j'empruntais de la BD, j'étais pas une dévoreuse de livres comme je le suis maintenant. Après, je pense que oui, j'ai peut-être été fâchée avec la littérature. Je me souviens d'une prof en 3e qui m'avait assez marquée et qui m'avait fait comprendre que les études n'étaient pas pour moi et que j'irais pas très loin dans la vie, entre guillemets. Et j'ai encore souvenir de cette prof. Et bien souvent, je me dis, mais j'aimerais tellement la rencontrer et lui dire, bah, tu vois, j'y suis arrivée et finalement, mais quelle belle revanche un peu sur ma vie parce que j'étais pas une bonne étudiante, j'aimais pas l'école, j'avais qu'une envie, c'était de travailler et vraiment ça m'a poursuivi toute mon adolescence. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis la littérature est entrée dans ma vie un peu par hasard. J'ai vu Eric Emmanuel Schmitt, qui est mon auteur favori, dans une émission télé il y a 10 ans. Cette émission, elle m'a marquée et j'ai eu envie d'aller vers ses livres tout de suite, de le découvrir, ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai lu 1 livre, 2 livres, 3 livres, j'ai lu toute son œuvre en 1 mois et du coup, ça m'a donné envie d'en lire d'autres.
Et voilà, depuis 10 ans, ça m'a plus lâché. Donc c'est un peu grâce à Eric Manuel Schmitt voilà, que j'ai emprunté ce chemin-là. Je comprends et tu lances ton premier blog et ton premier média tu commences d'ailleurs par le blog avant les réseaux sociaux, dans Non, dans non? non, en fait, je me suis dit que pour avoir de la visibilité sur un blog, il fallait peut-être d'abord générer une communauté sur un réseau social. Et je venais de découvrir que Instagram avait une très belle communauté qu'on appelle Bookstagram, dédiée aux livres. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. En fait, je suivais moi-même quelques influenceuses littéraires, enfin quelques blogueuses sur Instagram depuis quelques mois. Et je me suis dit, bah, je pense que j'ai peut-être aussi ma pierre à apporter à l'édifice et mes lectures à faire partager, donc enfin partager. Donc c'est comme ça que c'est venu. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans le compte Instagram. Et finalement, ça a été très vite puisqu'un mois après, le blog est arrivé. OK et donc comment t'en es venu à est-ce que enfin, je veux dire, est-ce que dès le début, il y avait l'intention tu disais tout à l'heure au début de cette interview que, le but c'était de partager et d'échanger et c'est pour ça que tu avais créé. Est-ce que dès le début, il y avait une ambition personnelle au travers de ces comptes ou on va dire, tu ne savais pas vraiment vers quoi tu allais? Non, il n'y avait pas du tout d'ambition. En fait, moi, ce qui se passait, c'est que j'étais à Madrid. J'y étais déjà depuis 5 ans. Je me suis retrouvée célibataire du jour au lendemain. Et au niveau professionnel, ça n'allait plus trop. Alors, pendant 5 ans, tout avait été. J'avais été très amoureuse. J'avais une vie très remplie. Au travail, tout allait. J'ai quitté mon employeur et j'ai quitté mon copain en même temps. Et je me suis retrouvée un peu seule dans ce pays où je connaissais pas grand monde, pas beaucoup de Français forcément. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment de ne pas pouvoir partager cette passion. En fait, dans mon ancienne entreprise, je partageais ça avec deux de mes collègues qui étaient un peu plus âgés. Et tous les jours, on se prêtait des livres, tous les jours, on parlait de nos lectures. Et quand j'ai plus eu ça au quotidien, je me suis dit, ça, voilà, ça me manque vraiment. Donc, c'était le but de la création de mon compte Instagram, pouvoir échanger virtuellement avec des personnes. Mais jamais j'aurais pu penser en vivre. D'ailleurs, c'était pas le cas. Il y avait personne qui en vivait à l'époque. C'est un point qui va être, intéressant qu'on va aborder effectivement, c'est, quelles ont été, tu te rappelles un petit peu les étapes? Tu dis le compte à 3 ans globalement, personne n'en vivait. Quelles ont été, les dates clés ou les étapes clés en fait de la constitution d'une communauté, premièrement et avant que ça devienne monétisable en fait? Est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique? Oui, alors j'ai créé mon compte le 15 janvier 2017 précisément. Je me souviens très bien qu'au bout d'une année de création du compte, j'étais à 17 000 abonnés, donc en un an, je trouve que c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai créé ça le 15 janvier. Au mois de mars, j'étais à 3 000 abonnés, mars 2017, et je commençais déjà à être invitée sur Paris pour des rencontres littéraires. Je commençais déjà à avoir des propositions pour recevoir des livres gratuitement et en parler sur le blog. Donc moi, je suis rentrée en juillet 2017 en France parce que voilà, ça se développait vraiment. Et là, j'étais à 6 000 abonnés à peu près en juillet 2017 après 6 mois de création de compte. Et pendant 2 ans, j'ai fait ça totalement gratuitement, bénévolement, à hauteur de voilà 3 chroniques par semaine sur le blog. J'assistais à beaucoup de rencontres sur Paris puisque maintenant j'étais sur place. Et je recevais beaucoup de livres gratuitement en échange d'une chronique et d'une photo sur Instagram. Et en décembre 2018, ça a vraiment pris de l'ampleur. J'étais à entre 30 et 35 000 abonnés. Et je commençais à être invitée sur des week-ends, sur des opérations qui étaient beaucoup plus importantes, qui me prenaient du temps, et avec des engagements, mais qui n'étaient pas rémunérés. Voilà, j'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, je pense que là, il faut faire un choix parce que je prends des congés auprès de mon employeur en banque pour pouvoir assister à ces événements. Il y a des journées qui ont été proposées, enfin, il y a des opérations pardon, qui ont été proposées en janvier et février 2019 rémunérées. Donc, j'avais pas non plus envie de me priver d'une rémunération parce que j'avais un employeur à côté. Et je me suis dit, bah autant y aller franco, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois une demande de proposition, un auteur qui me demande de lire son livre et de faire une chronique en échange, je vais lui dire que ça me prend du temps, que lui, ça lui apporte de la visibilité parce que j'ai 35 000 abonnés et que je demande à être rémunérée. Et si ce n'est pas le cas, je refuse de le faire. Donc ça a été, j'ai tenté le coup en fait, hein, c'est comme un coup de poker au mois de janvier 2019 et petit à petit j'ai eu de plus en plus d'accords
Et c'est comme ça que c'est venu et que je me suis dit, bah, peut-être que je peux quitter mon employeur et me lancer dans l'aventure à 100%. C'est hyper intéressant. On va revenir, on va redétailler parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui peuvent intéresser les auditeurs. Euh, ce qui me frappe déjà, c'est la vitesse effectivement de croissance de ton compte, puisque comme tu le dis, en à peine quelques mois, tu passes à 3000 abonnés en mars 2017. À quoi tu expliques l'engouement? Alors, est-ce que le média était jeune et plus facile de se positionner? Toi qui aujourd'hui vois aussi l'évolution de ton nombre d'abonnés, est-ce que tu dirais que tu as bénéficié, on va dire, d'une fenêtre de tir optimale? Est-ce que comparativement, parce que tu connais d'autres gens qui montent des comptes qui sont arrivés peut-être après toi et qui ont réussi aussi à bien monter des comptes Instagram, je dirais de façon naturelle, bien évidemment, on ne parle pas de gens qui achètent des likes. Est-ce que, voilà, comment t'expliques en fait cette montée? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as mis en pratique vraiment pour faire monter cette communauté déjà? Oui, déjà, ça ne se fait pas tout seul. Alors, j'ai pas acheté d'abonnés, j'ai pas fait appel à des robots. Enfin, voilà, tout ça, ça m'est complètement à l'extérieur. Moi, j'ai tenté d'être hyper régulière, c'est-à-dire que je fais un post par jour sur Instagram. Et si c'est pas le cas, c'est au minimum, pardon, 5 posts dans la semaine. Et je réponds, enfin, j'ai appris, hein, j'ai suivi des comptes qui sont spécialisés dans cela pour comprendre un peu le phénomène Instagram et comprendre comment fonctionnent les robots Instagram, enfin le système, et ne pas, enfin, avoir bénéficié de la plupart enfin, la majorité de visibilité. Donc par exemple, c'est quand je publie un post, être pendant un quart d'heure, 20 minutes sur Instagram juste après la publication et pour répondre immédiatement aux commentaires que va générer ma photo. C'est ça qui crée de la visibilité dans les premières secondes après la publication. Ça, c'est des petits secrets qu'on apprend rapidement, mais qui aident à ce que la photo soit mise en valeur et qu'elle gagne en visibilité. Après, c'est aller liker des hashtags qui correspondent à sa communauté, réagir sur les comptes des copines qui font la même chose que vous, publier 3 à 5 stories tous les jours pour gagner en visibilité, utiliser la géolocalisation. Tout ça, c'est des clés que j'ai appris petit à petit pour gagner en visibilité. Après, je pense qu'il y a aussi une part de chance. J'ai eu énormément de chance d'avoir cette première année de croissance extraordinaire. Je me souviens que j'avais une photo qui avait été repartagée par le compte de Folio. Folio, c'est quand même l'un des plus gros éditeurs en France et ils avaient peut-être 60 000 abonnés à l'époque, donc ça m'a fait gagner beaucoup d'abonnés. Et puis le troisième point, je pense que c'est parce que j'essaye aussi, à travers mes lectures, d'être générale, je lis de tout. Et chaque personne qui vient sur mon compte, qui aime un peu la lecture, il va pouvoir s'identifier à un des titres que je propose. Si on aime de la BD, je parle de BD. Si on aime la littérature blanche, je parle de littérature blanche. Enfin, voilà, je suis très généraliste dans mes goûts. Et je pense que c'est pour ça, on s'y retrouve un petit peu. Enfin, c'est en tout cas l'explication, je m'en suis faite après 3 ans d'expérience. Tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Alors, il y a bien, encore une fois, il y a une question n'appelle une autre, mais et je rebondis Oui. sur différents éléments. C'est marrant, il y a la notion d'être assez focalisé sur des choses. Bon, il y a des comptes évidemment très généralistes qui passent de choses à autres. Toi, ton focus, c'est vraiment le livre, mais effectivement, tu élargis sur différents types de lectures. Maintenant, tu as quand même un cheval de bataille, tu as quand même une orientation particulière dans tes choix, une prédisposition pour certains livres ou pas du tout. Tu peux vraiment passer d'un tout à tout. Et il y a des choses que je ne lis pas. Je lis pas de manga, par exemple. Je ne lis pas de fantasy. Je lis très peu de polar. Mais voilà, mon genre spécifique, c'est le roman contemporain, français, étranger, mais la littérature blanche, comme on l'appelle, le roman contemporain. Ouais. Alors, du coup, sur, tu parlais tout à l'heure du fait, sur un autre registre, hein, sur le fait d'arriver à passer du statut de c'est une passion, j'ai des abonnés, c'est chouette, je m'en amuse, je reçois des livres gratuits, je suis invité à des événements, ce qui est assez sympa. Comment, alors, comment on décide en fait d'une passion, d'un loisir, d'en faire un job? Est-ce qu'il y a pas tu pas une appréhension de te dire: «Bon, mais OK, je vais quitter, mon métier, en tout cas j'envisage de quitter mon job pour en faire un métier». Tu pas peur que ça devienne justement, rébarbatif, que ça devienne, qu'il y ait plus que la notion de plaisir? Parce que finalement, bah, plaisir et travail, bon, ça peut se marier, mais est-ce qu'il y avait pas une appréhension par rapport à ça déjà?
Non, c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer il y a pas longtemps en me disant: «Bah oui, mais maintenant tu vis de ta passion, tu plus de passion à côté puisque ta passion, c'est devenu ton métier». C'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion. Moi, ça me dérange pas. Je travaillais en banque, j'étais très heureuse en banque, mais voilà, c'était pas ma passion d'aller travailler en banque. J'étais très heureuse avec mes collègues aussi, hein, j'étais épanouie dans ce que je faisais, mais clairement, quand j'ai compris que ça pouvait devenir mon métier blogueuse littéraire, je me suis dit, ben, je fonce quoi, à 100%, c'est ce que j'aime faire et être payée pour lire des livres et en parler, c'est génial. Je peux pas, je rêverais que tout le monde puisse vivre de sa passion, quoi. Ok, bonne réponse. Alors en se faisant l'avocat du diable, il y a des gens certainement qui ont des passions et qui hésitent, tu sais, à switcher ou à basculer. Il y a beaucoup d'objections qu'on peut se poser, de questions, etc. Alors, je pense que j'ai un début d'idée de l'explication que tu vas me donner, mais je vais te laisser la faire. Est-ce que tu avais des réticences? Est-ce que tu t'es dit, ça peut, comme ça a démarré, ça peut se péter la gueule, quoi? Est-ce que tu t'es dit, aujourd'hui, ok, ça paye, j'en vis, je peux en vivre, mais ça peut s'essouffler, il peut y avoir une concurrence, une autre nana qui cartonne à ma place, ou alors les budgets se tarissent pour payer les postes ou participer aux émoluments ou aux frais divers et variés des publicités ou communications. Et du coup, ça peut remettre en question une forme de ton business model. Est-ce que c'est une question qui t'a traversé l'esprit et comment tu visualises le truc? En fait, je pense que ça correspond aussi un peu à mon caractère. Quand je te disais que j'ai tout quitté à 25 ans, je me pose pas trop de questions. Alors je le fais, je suis quand même quelqu'un de responsable et financièrement, je sais où je vais. C'est-à-dire que si je l'ai fait, c'est que je pouvais le faire. J'étais dans les bonnes conditions pour le faire. Il y a un an, quand j'ai quitté mon employeur, j'avais la chance de pas du tout payer de loyer. Et si j'avais payé un loyer sur Paris, je pense que j'aurais peut-être pas pris autant de risques. Mais voilà, toutes les conditions étaient réunies pour que je le fasse. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et moi, ma devise, c'est quand on veut, on peut. Donc, je me donne les moyens. Si je n'y arrive pas, voilà, ce sera un échec, mais j'aurais appris de mes erreurs. Donc, c'est aussi dans mon caractère. Je sais très bien qu'il y a des gens pour qui le moindre changement, ça fait peur. Moi, j'ai déménagé au moins une vingtaine de fois dans ma vie. C'est des choses, j'aime changer, j'aime évoluer et je sais que peut-être dans 5 ans, ça s'arrêtera. C'est pas grave, il y a d'autres choses qui s'ouvriront à moi et au moins, j'aurai appris de cette expérience. Ça, c'est sûr. Et si d'autres personnes arrivent à gagner leur vie grâce à cela, mais tant mieux, au plus on est, au mieux c'est, et je peux que m'en féliciter. Je me doutais de ce type de réponse au vu déjà de l'acrobate géographique que tu es. Mais alors du coup, ça m'interpelle par rapport justement, on a fait une petite partie très très courte sur ton introduction personnelle, mais est-ce que cette mobilité, enfin ce goût du changement de mobilité était familial? Est-ce que tu disais que tu étais, resté très longtemps dans ton village du Nord, etc. Donc j'ai tendance à penser que géographiquement, il n'y a pas une grande mobilité, mais est-ce que tu avais des modèles familiaux qui font que tu étais habitué à ce côté, je ne vais pas parler de désinvolture, mais avec ce côté, de toute façon, il faut tenter des choses, des gens qui ont connu des reconversions professionnelles, qui ont fait des paris, etc. Est-ce que tu as eu ce genre d'exemples qui t'ont forgé? Non, pas du tout. Moi, tout ce que j'ai connu, c'est que ma grand-mère a vécu 10 ans en Allemagne parce que son mari était douanier. À l'époque, tu vois, c'était dans les années 50. C'était une raison professionnelle. Ils ont pas eu envie comme ça sur un coup de tête de tout quitter pour partir en Allemagne. Ils l'ont fait pendant 10 ans et après ils sont revenus vivre dans le Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai toujours entendu cette expérience-là qui me faisait un peu rêver. Je me disais, waouh, ma mère, elle a vécu un an en Allemagne. Ma tante, elle a vécu 10 ans en Allemagne. J'aurais bien aimé être là pour voir ça, comment ça se passait. Mais c'est pas quelque chose qui m'avait. En tout cas, ma grand-mère n'en parlait pas comme si c'était génial et comme s'il fallait absolument voyager. Euh, après, dans ma famille, personne ne voyage beaucoup, personne Enfin, mon père travaille en banque, on est beaucoup à travailler en banque. Tout le monde aime la stabilité et j'étais la première un peu à le faire. Et quand j'ai dit que je démissionnais pour partir vivre définitivement en Espagne, personne ne me croyait et personne croyait que ça allait durer 6 ans, quoi. Et tout le monde avait peur pour moi. Ils étaient persuadés que je reviendrais dans 2 mois, quoi. Donc, Et marié mais un c'est tout. Espagnol. C'est voilà. Et marié un Espagnol, pas un enfant du Oui, pays. oui, bon, ça, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, si tu devais tenter un début d'explication du pourquoi, est-ce que c'est complètement inné ou est-ce qu'il y a quand même une part pas d'hérédité du coup, mais peut-être d'influence? Est-ce qu'il y avait
tu avais des amis qui avaient fait des passages comme ça, qui étaient partis, tu vois, en Erasmus ou qui déjà tentaient de vivre d'une façon alternative, tu vois, avec des blogs ou d'autres choses? Est-ce qu'il y avait autour de toi des choses, ou même est-ce que sur les réseaux sociaux ou sur de la littérature ou de la lecture, quel a été le point d'ignition qui t'a fait penser qu'il y aurait peut-être une possibilité quelque part, ou est-ce qu'il y avait un autre phénomène? Tu te rappelles de quelque chose? Vraiment une influence? Bah déjà, je suis partie moi-même. Déjà, je suis partie en tant que fille au père 2 fois à Madrid à 19 ans, 19 et 20 ans. J'ai passé 2 étés à Madrid dans une famille espagnole. Il y a eu cette première expérience. Et à 21 ans, dans mon DUT, j'ai terminé mon DUT par une licence en marketing à Huelva, dans le sud de l'Espagne, en Erasmus. Bon, finalement, en plus, qui a été une expérience que je considère comme un échec, parce que je suis rentrée avant la fin d'Erasmus et que j'ai pas du tout aimé cette expérience, contrairement à tous les étudiants qui adorent Erasmus. Mais voilà, ça s'est mal passé pour moi. Et je pense que j'étais peut-être trop jeune à l'époque. Et voilà, je suis rentrée de cette expérience Erasmus en me disant, bon, bah, l'Espagne, c'était pas pour moi. J'ai été embauchée à la banque, j'ai travaillé 2 ans. Et je suis partie en voyage en Crète où mon frère vivait. Mon frère a vécu quelques mois en Crète pour un projet d'études. Et bah, c'est revenu en fait. J'étais en Crète, je me suis dit non mais c'est ça que je veux faire. Il faut absolument que je parte vivre à l'étranger en fait. J'en peux plus d'être dans un pas-de-Calais, j'étouffe. Voilà, il y a des raisons personnelles aussi dans ma vie à ce moment-là qui m'ont fait penser que bah, il fallait que je quitte tout pour exister un peu et pour revivre. Voilà. Et j'ai osé, ça s'est bien passé. Mais effectivement, ça t'a plutôt réussi. On revient sur le passage où tu bascules, tu fais monétiser en fait tes compétences. On pourra avoir pour avoir des notions, pour avoir regardé un petit peu, on parle comment dire, de monétisation de l'influence autour de 20 000 abonnés. Tu as quand même vachement attendu, entre guillemets. C'est une industrie, l'industrie du livre. Bon, moi, j'affectionne énormément les livres, mais effectivement, on dit, quelqu'un me disait récemment en audio également que le livre numérique supplante le livre papier de plus en plus. Je ne connais pas vraiment la position des maisons d'édition et quelles sont leurs situations financières aux uns aux autres. J'imagine qu'en ces temps un petit peu compliqués, il y a plus de gens qui lisent, certainement avec un peu plus de temps. Euh, quel est, est-ce que c'est une industrie qui a plus de mal que d'autres, peut-être, qui a eu plus de mal que d'autres à prendre le virage de monétiser ou de payer des gens pour justement faire leur publicité? Est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'était un modèle alternatif plus tardivement que les autres? Je veux dire, tu me disais que tu étais, je crois, la première et peut-être la seule, en fait, au départ Ouais. quel a été les rapports un peu là-dessus pour... Ça a été très difficile au début. Déjà, par exemple, au niveau des blogueuses, enfin, je reviendrai sur les éditeurs, mais au niveau des blogueuses littéraires, c'est bien souvent mal vu que je sois payée pour parler d'un livre, pardon, parce que ils estiment que je suis plus légitime dans mon avis si je suis payée par l'éditeur pour donner mon avis. Donc c'est pas le cas. J'essaye d'être transparente et enfin, à 100% à chaque fois. Et au niveau des éditeurs, ben, ils ont du coup cette mentalité-là, enfin cet a priori-là aussi. Au début, c'était ah bah oui, mais dans ces cas-là, vous mettez une chronique positive. Ou bah oui, mais si vous n'aimez pas le livre, vous n'en parlez pas si on vous paye en retour. Alors que ça ne les dérange pas. Enfin, il y a des journalistes littéraires, hein, des critiques littéraires qui sont payés eux par leur journal pour critiquer négativement ou positivement un roman. Mais voilà, il y avait ce problème-là. Et j'ai l'impression que depuis un an, ça a bien évolué, ça a changé quand même. C'était tout nouveau aussi. J'étais la première à oser demander de l'argent pour parler d'un livre. Donc, je pense que ça a fait bouger pas mal de choses. Et puis, petit à petit, on est de plus en plus à avoir une belle communauté, une communauté importante sur les réseaux. Donc, je pense qu'ils essayent de revoir un petit peu leur système marketing. Et puis, je pense aussi que on était peut-être un peu mal vu parce qu'on n'a pas le côté professionnel. Bien souvent, on n'a pas fait d'études littéraires, on n'est pas libraire, on n'est pas voilà. Et des fois, il y a des blogs qui sont d'un peu moins bonne qualité, donc on n'est pas pris forcément toujours au sérieux, malheureusement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, je pense qu'il y a aussi une pointe de jalousie. Je pense que dans toute la création de contenu, on en parle souvent, il y a le côté entre la nouveauté, la critique. Moi, je dis souvent, j'ai une expression que j'aime bien qui est l'art est difficile, la critique est facile.
Je pense qu'il y a un croisement de choses, mais je comprends effectivement les réticences qu'il y a pu y avoir. Ça doit être plus facile de rentrer dans un endroit ou dans un milieu où la monétisation et la comment dire? La publicité, on va dire, par les réseaux sociaux est, on va dire, plus institutionnalisée que c'était forcément dans le livre où c'était peut-être enfin, ça devait être plus confidentiel et ça doit être bizarre le rapport effectivement entre ceux qui te payent pour faire une publication et qui s'attendent à ce qu'elle soit forcément positive alors que c'est pas forcément acquis en fait. Mais Hem, du coup, quand tu fais la comparaison sans forcément rentrer dans les chiffres, tu es libre de dire ce que tu veux, mais la rémunération entre ton activité d'avant et ton activité de maintenant, tu es sur les mêmes seuils de rémunération? Tu as clairement augmenté, ou c'est au contraire, tu as accepté de revoir tes prétentions, salariales globales à la baisse, le temps que ton activité se développe? Quel a été un petit peu Bah le oui, clairement, clairement. J'étais très bien payée, j'étais bien payée par mon employeur. J'avais une vie stable et j'avais voilà un bon salaire qui me correspondait, enfin qui m'allait très bien, hein. Et donc oui, j'ai tout revu. Je suis partie de zéro. L'année dernière, quand j'ai quitté mon employeur, je ne gagnais rien les premiers mois. Donc ça a changé, heureusement, ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours pas atteint le salaire que j'avais auprès de mon employeur. C'était pas non plus l'objectif, hein. Je m'étais dit, là ça fait un an, ça fera un an le 1er mai, et je m'étais dit que si j'avais 1 500 € net par mois au 1er mai 2020, après un an d'activité, je serais satisfaite. Bon, malheureusement, il y a le confinement qui vient un peu perturber tout ça, mais voilà, on n'en est pas très loin. Et tu parlais tout à l'heure en substance parce que c'est sur l'épisode du podcast, j'ai coutume d'essayer de pas ne pas poser des questions qui fâchent ou tu vois, dire: «Ouais, c'est facile, c'est possible» et cetera. Tu disais que tu avais eu cette opportunité aussi de sauter le pas parce que tu avais cette solution du logement. C'est quoi? C'est logement de proche? C'est logement parce que c'est ton logement de ton conjoint? Heu, C'est ça. voilà, Enf tout Tout simplement. à fait. J'étais en couple et enfin, je suis en couple. Mon conjoint est propriétaire d'un logement, donc j'ai emménagé avec lui il y a quelques années. Et voilà, l'occasion s'est présentée. Enfin, il m'a dit, on a discuté à deux, forcément. Il m'a dit, c'est le moment. Pour l'instant, tu ne payes pas de loyer. On n'a pas encore acheté ensemble. Enfin voilà. Et depuis, ça a changé. On a acheté ensemble récemment, mais parce que maintenant je peux me le permettre, j'ai pu le faire. Mais voilà, l'année dernière, c'était clairement l'occasion de se dire j'ai des économies de côté aussi pour survivre, pour payer mes courses les premiers mois. Voilà, on peut partir en vacances, il n'y a aucun souci, j'ai des économies de côté et je paye pas de loyer, donc c'est l'idéal, quoi. C'est un point, tiens, c'est un point très intéressant que je pose des fois aux créateurs d'entreprises, mais finalement, tu es une solo entreprise à toi toute seule. Tu avais justement ce plan, enfin, tu étais banquière, tu avais ce plan financier dans ta tête de te dire, bah, il me faut, je sais pas, genre tu avais fait ton bilan personnel fils comptable, de te dire: «Bah, voilà, moi, mais j'ai besoin de 1 000 € par mois, 1 200-1 400 € sans loyer et en gros, j'ai, je sais pas, 14 000-15 000 € donc en gros, je peux me tenter, une année un peu, comme ça, quoi». Oui, bah, en fait, c'était exactement ce que je m'étais dit quand j'avais tout quitté à 25 ans. Quand j'ai démissionné de ma banque dans le Nord-Pas-de-Calais à 25 ans pour partir à Madrid, je me suis dit, ah, j'ai de quoi tenir largement un an financièrement. Si vraiment je galère et que je trouve pas de travail pendant un an à Madrid, c'est tout, je reviendrai en France. Bon, finalement, j'ai trouvé mon travail en 2 semaines et j'ai pas eu besoin de ces économies, mais voilà, je fonctionne comme ça, suis j'ose beaucoup de choses, mais je suis très terre à terre quand même au niveau financier. Je fais très attention, donc et en effet, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu un peu d'argent de côté. L'autre sujet aussi souvent de pas de discorde, mais d'objection, tu vois, de blocage que les gens peuvent formuler, c'est justement la vie de famille, les enfants et cetera, ou le salaire ou la situation du conjoint. On a compris que ton compagnon travaillait. Vous avez des enfants ou pas encore du coup? Non, non, on n'a pas d'enfant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. Mon conjoint a 37 ans, moi j'ai 34 ans, donc je savais aussi l'année dernière en me lançant que bah, le projet bébé allait être mis en parenthèse, entre parenthèses pendant au moins un an. Il était hors de question que déjà, on était dans un studio, un grand studio, mais voilà, sans chambre pour enfants. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a discuté ensemble. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité.
D'accord. Non, mais voilà, ça fait partie effectivement des fois des freins, Oui, bien sûr, bah, ça ou pas aide. Clairement, ouais. je pourrais pas faire ça avec un bébé, je pense. Enfin, déjà, je m'y consacre à 100%. Je compte pas mes heures. Enfin, c'est quelque chose qui m'aide énormément. J'ai pas besoin d'aller déposer mon bébé chez la nourrice. Enfin, j'ai pas besoin de payer une nourrice aussi, donc forcément les frais sont réduits. Donc ça a beaucoup aidé aussi dans ma décision. C'est un point qui est d'ailleurs intéressant là que tu viens de soulever, c'est la notion de temps passé par rapport à ce que, au gain en fait. Parce que bon, il y a des images d'Épinal, je pense que les gens ont des idées, sur certains influenceurs ou blogueurs et certainement qu'il y en a qui tirent très, très bien leur épingle du jeu. Bien sûr, Mais il y a aussi l'envers du décor et je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de la part de certains, heu et puis il y en a certains, on a l'impression qu'ils ont peut-être des fois un train de vie ou un niveau de vie qui est supérieur à ce qu'il est réellement. Je trouve que c'est toujours, c'est pour ça que cette, comment dire? Cette incursion au sein de d'une instagrammeuse, dans un domaine bien particulier qui est encore une fois la littérature, peut-être que les cachets ou les rémunérations sur d'autres thèmes sont plus importants. Et d'ailleurs, je vais faire une transition. Est-ce que tu as été approché par d'autres marques, d'autres, comment dire? Sources domaine. ouais, de domaines et cetera? Est-ce que toi-même, tu as eu l'envie, de t'essayer à autre chose? Parce que, bah, il y a des je sais pas, il y a des appétences, peut-être que, tu vois, genre, on lit, bah, peut-être, je sais pas moi, tout ce qui est écriture, cahier, livre, feutre, stylo et cetera, enfin, tous les consommables, en fait, qui peuvent être liés autour. Est-ce que oui, ça tu y as pensé? Pas du tout? Oui, ça, alors quand on me demande un placement de produit pour qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple du thé, je bois énormément de thé et enfin, j'illustre très souvent, sans être payée, mais j'illustre très souvent mes lectures en photo sur Instagram avec un thé à côté. Donc si une marque aujourd'hui de thé vient me voir en me disant voilà, on veut vous payer pour promouvoir et tester notre thé, il y a aucun problème, si ça me correspond, c'est quelque chose qui me ressemble. En revanche, une marque de café va me contacter, je vais refuser puisque même si c'est payé, je n'aime pas le café et j'ai pas envie voilà, de mentir non plus à ma communauté. Bien Donc sûr. je fais des choses qui me ressemblent. J'ai fait un bijou, par exemple, une marque, une bague, parce qu'encore une fois, je pouvais très bien illustrer la bague avec ma main en lisant le livre, ça passe. Maintenant, hein, des jeux vidéo, je vais pas en parler, je joue pas aux jeux vidéo. Du maquillage, j'ai pas envie d'en parler, je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. J'essaye vraiment de faire des choses qui me ressemblent et qui restent dans mon domaine. Donc la papeterie, oui, bien sûr. Tout ce qui va être lié à l'art, à la culture, ça coule de source. Enfin, c'est quelque chose qui me semble évident. Mais je reste vraiment, j'essaye de pas trop m'éloigner non plus de la littérature. Et de toute façon, j'ai déjà, je me souviens plus ce qui avait été, enfin voilà, ça avait été le cas pour un produit. Et j'avais vu quelques remarques comme ça d'abonnés en me disant mais je vois pas le rapport avec la littérature. Donc je me suis dit ok, je me recentre et en effet ça n'avait pas lieu d'être. Donc D'accord. mais j'ai pas envie de devenir une blogueuse beauté ou lifestyle comme on appelle. Ça c'est clair. Même si c'est payé, bien payé, non. Je préfère rester dans le milieu littéraire. OK. Non, mais tu pourrais, enfin, il y a pas forcément comme tu dis, c'est une question de savoir si effectivement si ta communauté, reconnaît et s'identifie dans ce que tu fais. Il faudrait pas effectivement, que les gens qui se sont abonnés se désabonnent, ça serait contre-productif. C'est Heu ça. Le ça soulève un autre point, j'avais une question sur justement tes métriques. Du coup, est-ce que tu surveilles beaucoup, ou pas, ta data? Est-ce que c'est quelque chose auquel on devient accro un petit peu de dire combien j'ai d'abonnés, combien il y en a de nouveaux, combien il y en a qui sont partis? Est-ce que voilà, est-ce que tu surveilles beaucoup ça? Pas du tout? Est-ce que tu t'en tiens pas du tout compte? Comment? J'essaye de m'en détacher de plus en plus parce que l'année dernière, honnêtement, Instagram, c'est très très bien, c'est une porte enfin, magnifique pour mon activité, mais euh, malheureusement, par exemple, aujourd'hui, j'ai 57 000 abonnés. Sur les 57 000, il y en a peut-être 15 000 ou 19 000 qui verront un post chaque jour. Enfin, là, j'ai publié un post il y a quelques heures. Je pense qu'il y a peut-être que 8 000 personnes qui l'ont vu pour l'instant, sur 57 000. Donc forcément, sur les 8 000, il n'y a que 10% qui vont liker, ça fait 800 likes. On se dit, mais alors tout ce travail pour 800 likes alors qu'il y a 57 000 abonnés. Des fois, ça monte à la tête, on est là, on ne regarde que ça. Et à un moment donné, j'ai vraiment saturé, je me suis dit stop, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des robots, il y a Instagram, je sais pas, des fois, n'aime plus ce qu'on fait, n'aime plus le contenu, ou il y a trop de contenu, donc il cache un peu ce qu'on publie.
J'essaye de plus trop y penser. J'ai surveillé par moment. Je sais ce qui plaît, je sais ce qui plaît un peu moins. Mais voilà, j'essaye de pas non plus trop regarder. Ok. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est mon blog et mes chroniques. Quels articles vont faire venir du monde sur mon blog? Qu'est-ce que je dois mettre en valeur? Qu'est-ce qui plaît le plus? Ça, c'est plus important pour moi aujourd'hui. Justement, quelle est la proportion, l'intérêt dans ton écosystème? Heu, on va s'intéresser du coup à ça sous-entend quelle est la façon de monétiser bien sûr, mais qu'est-ce qui est le plus important? Le blog ou le compte Instagram? Est-ce que le compte Instagram, c'est juste de la génération de leads et d'engagement? Est-ce que justement c'est, on va dire, une façon de te faire connaître pour que les gens aillent sur le blog et finalement c'est le blog qui compte? Non, alors en fait, le compte Instagram est là pour en effet donner de la visibilité au blog, puisque mon blog c'est mon espace personnel, toutes mes chroniques y sont rédigées et vous ne les trouvez pas sur Instagram. Mais c'est grâce à Instagram que je suis rémunérée clairement. Quand je dis à une marque ou à un éditeur, moi je veux être payée, je joue sur ça, je joue sur mes 57 000 abonnés qui apportent une visibilité à la marque. Et en plus de ça, je permets à l'éditeur de faire un article sur son livre complet sur mon blog. Donc, je suis rémunérée. Alors, c'est pas de la, enfin, comment dire, il n'y a pas d'affiliation, mais je suis rémunérée parce que en plus de mon compte Instagram, je publie une chronique détaillée et travaillée sur le blog. Justement, en termes de business model, donc tu dis c'est pas de l'affiliation. Donc pour l'instant, on a évoqué, il y a le fait d'avoir des postes subventionnés. En fait, c'est comment dire, rémunéré pour parler d'un sujet, d'un livre, etc., faire une publication autour de ça. Euh, L'affiliation, du coup, pas du tout. Tu la pratiques pas, c'est anecdotique. Par exemple, un livre que tu aimes, tu vas pas être affilié sur ce livre-là. Comment ça se passe? C'est arrivé une seule fois récemment, il y a très peu de temps, on me l'a proposé. Mais c'est pas, je pense que ça correspond pas au monde du livre. En tout cas, par exemple, déjà, je refuse absolument de faire de la publicité pour Amazon. J'en parle dès que c'est possible. Je dis à mes abonnés de ne pas se rendre sur Amazon, ça détruit le monde du livre et les librairies. Et c'est aussi pour ça que les éditeurs n'aiment pas trop, parce que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est défendre les librairies indépendantes. Donc, si on dit à nos abonnés, vous avez un code promo, ou si vous allez sur ce lien pour commander le livre sur Amazon ou sur Fnac ou sur Cultura, ça détruit à côté les librairies de quartier qu'on défend au quotidien. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'existe pas encore aujourd'hui sur le monde du livre. D'accord, c'est très intéressant parce que l'affiliation Amazon, c'est quand même très, très commun. Enfin, moi, c'est très anecdotique, hein, mon affiliation, elle existe, hein, en toute transparence, mais effectivement, elle marche peu ou pas. J'ai coutume de dire que le podcast coûte plus cher à produire et à entretenir qu'il ne rapporte, hein, c'est anecdotique. Mais je pensais pas que les éditeurs, enfin, est-ce que c'est d'ailleurs commun à tous les éditeurs ou c'est plus réservé aux petits éditeurs, font grand cas, en fait, des librairies? Parce que finalement, ils pourraient se dire: «Bah, eux sont vendeurs de livres», finalement. Peu importe le canal de distribution, ils pourraient ne pas forcément s'inquiéter, des libraires, du sort des libraires. Non, tu dis qu'ils sont vraiment engagés dans la sauvegarde de la librairie de quartier? En tout cas, c'est peut-être une façade ou je sais pas, mais je pense là en ce moment avec le confinement, on ne voit que ça passer, des messages pour défendre les librairies. On a tous les éditeurs qui se battent pour ça en story. Je vois ça tous les jours. En ce moment, les librairies elles proposent le click and collect parce que le déconfinement approche. Donc ils ont mis ça en place depuis une semaine et au quotidien, les éditeurs défendent cette initiative des librairies, vraiment. Non, mais c'est bien, ça veut dire que c'est un circuit où le producteur, le distributeur et on va dire et les consommateurs sont finalement assez soudés finalement dans cette industrie-là, quoi, par rapport à d'autres. Oui. Amazon, en général, c'est les auteurs autopubliés qui ont besoin d'Amazon pour vendre des livres, et ça, je le comprends aussi. J'ai travaillé avec une auteure qui est autopubliée par choix et qui ne vend que sur Amazon, donc il n'y a aucun problème. Ce livre, j'en ai parlé, et si mes abonnés veulent l'acheter, qu'ils se rendent sur Amazon. Mais Ouais, voilà, si c'est pas pour ce mmh, livre, c'est vraiment un vrai problème. tu vois, Moi, j'ai j'essaye. je suis en train de finir la relecture de mon premier livre, comme je te le disais en off, et c'est vrai que bon, j'ai été en discussion avec, Maxima pour le citer, comme éditeur. Après bon, j'aime
plus partie on va dire des livres, des éditeurs qui éditent ce type de livre comme ce que je fais moi, comme Erol aussi que je salue au passage, qui a jamais répondu à mes mails d'ailleurs. Mais c'est effectivement quand tu vois la proportion, un lecteur, enfin, sur un livre schématique à 20 euros, il revient 1 à 2 euros, en fait, à peu près. Enfin, 2 euros, c'est une grande chance. En général, c'est plus près d'1 euro à l'auteur. Alors qu'en auto-édité, je sais pas, sur un livre à 15 euros sur Amazon, tu peux avoir 5 euros. Donc, alors évidemment, tu n'as pas la même satisfaction. Tu n'es pas édité par un éditeur. Tu n'es pas justement dans les librairies. Enfin, il y a tout un tas de choses auxquelles tu n'as pas accès. Mais on peut comprendre que est-ce que c'est encore légitime la part des auteurs? Je ne sais pas s'il y a des auteurs qui tirent mieux leur épingle du jeu que d'autres, mais c'est un vrai sujet, quoi. T'as pas fait un article là-dessus sur le... Non, mais malheureusement, c'est comme partout, les gros auteurs bénéficient d'une grosse communication, d'un gros budget auprès de leur éditeur, et les plus petits auteurs n'ont pas de budget, doivent défendre seuls leurs livres. Et ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, j'ai des auteurs qui sont édités dans une maison d'édition, mais qui me disent, bah moi, j'ai pas vraiment de communication, on me défend pas beaucoup, et donc je me bats tout seul pour essayer de faire exister mon livre. Donc ils sont prêts à payer mes services pour que je fasse de la publicité à la place de la maison d'édition, en fait. D'accord. Ouais, ok. Même, voilà, même les indépendants, enfin, même l'auteur, finalement, te contacte. C'est pas que Oui, la maison très d'édition. souvent. Ok. De Euh, plus en plus, d'ailleurs. Ouais. ça marche. Au niveau des outils que tu utilises, justement côté Instagram, est-ce que tu as le best-of des outils de l'instagrammeuse? Qu'est-ce que tes publications, c'est que depuis ton téléphone ou est-ce que tu utilises... Oui. Ah, Comme je te l'expliquais un petit peu avant l'enregistrement, je suis pas très douée en informatique. J'essaye de m'améliorer, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc j'ai quelques applications. Je fais mes photos avec mon iPhone. Toutes mes photos, elles sont faites de mon iPhone. J'ai un trépied pour m'aider si j'ai besoin. Et puis après, je retouche mes photos avec un preset que j'ai acheté. Donc c'est un ensemble de filtres que j'utilise pour que mon feed Instagram soit esthétique et uniforme, tout simplement. Et l'application que j'utilise, c'est Lightroom, un peu comme toutes les blogueuses d'accord. d'instagrammeuses. Donc c'est assez marrant. Tu utilises Lightroom directement depuis l'iPhone, en fait? Oui, c'est ça. Ok. Et Ouais. Mon filtre est enregistré dans Lightroom et toutes mes photos, tout à fait, j'applique ouais. mon filtre à Ouais. travers Lightroom. Là, pour le coup, c'est plus ma partie, donc je connais pas trop mal. Mais même si je maîtrise pas encore toutes les subtilités, je suis pas un retoucheur de photos de folie, mais je connais un peu plus le principe. Je suis un peu plus geek, on va dire, que toi. Mais et pour faire le clin d'œil, ton preset, en fait, ou la liste de tes presets, t'étais passé par quel site, ou t'avais vu ça où? C'est un blog d'une fille qui s'appelle, enfin le blog s'appelle Elles en parlent au pluriel. C'est une blogueuse lifestyle qui a créé son blog et qui a créé ses presets, qui vend ses presets. Et voilà, c'est une copine qui m'en avait parlé, j'ai été Ouais, satisfaite. c'est un Donc business model qui est j'ai intéressant. téléchargé Ouais, ça. la vente de presets, il y a des nanas, effectivement, j'avais vu ça, des Instagrammeuses voyage aussi, ou Instagrammeurs d'ailleurs, Ouais, c'est ça. qui vendent des presets. Ouais, ouais, tout à Ouais. fait. J'avais vu ça. Il y a pas mal d'idées en fait différentes qui circulent. Donc ouais, ok. Est-ce que c'est alors tes outils jusque-là, c'est ça, et tu es limité par ces outils. Tu as l'impression qu'il faudrait justement que tu évolues. Tu réfléchis à t'améliorer sur ça, tu disais? Oui, parce que le confinement aide beaucoup à réfléchir en ce moment et à se proposer, enfin, créer du contenu différent. Tout le monde fait des lives, toutes les marques essayent d'innover là en ce moment sur des nouvelles choses, proposer du contenu qui change et qui divertit les gens. Donc moi-même, je me suis dit, il est peut-être temps aussi j'ai l'impression que je stagne un petit peu. J'ai appris beaucoup de choses et puis à un moment donné où voilà, toutes mes connaissances, elles restent là et j'aimerais apprendre un petit peu plus. Donc oui, je me dis pourquoi pas me diriger vers la vidéo, le montage, quelque chose que je ne sais pas faire du tout pour l'instant. Mais voilà, pourquoi pas apprendre et développer des vidéos IGTV peut-être. Enfin, ouais, je réfléchis à tout ça en tout cas. Oui, parce que du coup, tu fais des stories, mais donc tu te filmes avec l'iPhone, mais tu te limites à ça en termes de vidéo, par exemple. Je me filme très très peu. C'est tout nouveau. Je travaille sur des lives là pour une marque en ce moment avec le confinement, donc ça m'aide un petit peu à m'habituer à mon image et à faire des vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de le faire. Je prends un peu d'aisance, mais c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout.
Donc en général, c'est que des photos en story, ou si c'est des vidéos, je n'apparais pas et je parle en off, en fait. Et est-ce que tu as remarqué que, ou pas d'ailleurs, que l'engagement sur de la vidéo est plus important que sur de la photo? Oui, c'est possible. J'ai pas vraiment fait attention à ça, mais je pense que c'est en train d'arriver. En tout cas, les stories, par exemple, les stories Instagram génèrent plus de visibilité et Instagram cherche vraiment à mettre en valeur les stories plutôt que les posts Instagram. Donc ça se développe beaucoup. Il y avait très peu de stories il y a encore un an et maintenant, tous les jours au quotidien, tout le monde fait des dizaines de stories. C'est devenu presque plus important que les posts. Et je pense que IGTV, c'est clairement l'avenir d'Instagram. Là, c'est en train de se développer énormément ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que je cherchais Surtout avec, avec le ouais, confinement. la surtout avec la concurrence de vidéos Oui, comme TikTok ou des choses complètement. comme Ah oui, ça. TikTok, c'est en train d'envahir complètement le net, comme on dit. Donc oui, je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, tes articles de fond et ton site web, enfin ton blog, le blog est hébergé sur quoi en fait? C'est un blog quoi? C'est un blog OVH. WordPress? C'est un blog WordPress hébergé sur OVH. Ouais. D'accord. Et tu me disais donc c'est pas toi qui l'as fait, du coup c'était pas dans tes Oui. compétences, enfin l'ossature. Par contre, tu fais la mise à jour aussi depuis ton téléphone? Non, tu passes quand Non, même là, par c'est mon ordinateur. ordinateur, oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ok. Ok, ok. Et ça va, au niveau tech, c'est pas trop compliqué. Du coup, t'es quoi? Tu publies avec, comment dire, t'as un template et où c'est assez Ouais, je facile fais pour toujours toi de la même publier? chose. Honnêtement, je me Ça casse va. pas trop la tête. J'ai appris au fur et à mesure, petit à petit. Mon ami qui a monté tout ça m'a appris les bases et voilà, j'essaye de pas trop innover parce que c'est vraiment limité pour l'instant. Mon blog, il a été très amateur pendant 2 ans et quand j'ai décidé d'arrêter mon travail, je me suis dit là, il faut vraiment un site qui soit professionnel et j'ai demandé à un ami qui est web designer de s'en occuper, qui m'a fait ça vraiment très très bien. Donc là, j'ai réappris un petit peu et maintenant c'est un peu plus professionnel grâce à lui. Super. Au niveau de justement du temps, on parlait tout à l'heure du boulot que ça peut représenter. C'est quoi la semaine de Mademoiselle Killy en fait? C'est quoi ta semaine type et tes journées type? Alors, ça ressemble toujours à la même chose. Le matin, je me réveille et je vais directement sur Instagram checker les messages privés, les commentaires, les likes qu'il y a eu pendant. Lève tôt ou lève tard alors? Lève tôt ou lève Ah non, tard? je me lève tôt, enfin tôt. 7h, 7h30, je suis réveillée. Et ensuite, vas-y alors du coup, Donc au réveil, c'est ça, tout de suite Instagram avant même de prendre ma douche et de déjeuner. Voilà, après je accro me dis, quoi. ouais bah ouais, ouais malheureusement Instagram accro. Après je me prépare et puis tout de suite c'est l'administratif, donc les factures, les mails, je regarde ce qui en attend, ce que je dois préparer, les relances que j'ai à faire par email. Je regarde si j'ai des commentaires sur le blog, voilà, tout ce qui est administratif, les déclarations d'impôts, voilà, malheureusement ça fait partie de la vie d'une auto-entrepreneuse. Et puis ensuite, bien souvent, ma matinée se termine en lecture. Je lis toute la matinée, enfin voilà, de 10h30, 11h jusqu'à ce que je mange. Et l'après-midi, c'est exclusivement consacré à mes photos et à mon blog. Donc je démarre l'après-midi en photo, je fais plusieurs photos que je retouche, voilà, ça prend en général 1 heure. Et après, je travaille sur le blog jusqu'en fin d'après-midi et je termine en lecture toute la soirée. Du coup, tu lis combien de livres par mois ou par semaine, par jour? Ça représente combien en volume? 3 livres par semaine. Donc on est sur 12 livres par mois à peu près. En ce moment, c'est un peu plus avec le confinement, parce que c'est un peu calme, mais donc j'ai le temps de plus lire. Mais en général, c'est ça, 3 par semaine. Et tu lis tous les livres de A à Z? Il y a jamais tu passes en diagonale ou jamais tu lâches un livre parce que tu dis non mais là c'est pas possible? J'ai déjà abandonné un livre. Je ne le fais pas si c'est une collaboration, bien sûr. Si je suis payée pour lire le livre et en parler, je vais le lire de A à Z, même si des fois c'est un peu compliqué, si ça paraît long. Mais non, c'est très rare que j'abandonne un livre. Honnêtement, ça m'arrive peut-être 3 fois par an, ouais, pas plus. Je commence à me connaître aussi, à savoir ce que je vais aimer, à savoir ce qui va me plaire. Et comment tu procèdes? Tu prends des notes pendant que tu lectures? Tu as un bloc-notes à côté? C'est quoi un peu tes habitudes de travail? Oui, ça arrive. C'est pas automatique. Ça arrive plus souvent si je lis une biographie ou récemment j'ai lu des livres d'art sur différents artistes peintres. Et là, oui, il y a tellement d'informations qui sont communiquées que je prends des notes sur des choses qui me viennent et des expressions que je veux absolument, ce qui me traverse l'esprit rapidement, je le note pour pas oublier quand je rédigerai ma chronique.
mais c'est pas un automatisme. J'arrive en général à bien me souvenir de mes émotions et de mon ressenti pour pouvoir rédiger ma chronique 2-3 jours après. Justement, tu disais, donc là, tu te déroules, ça c'est une journée type, et tes journées types se ressemblent un petit peu. Dans ta vie d'avant versus ta vie de maintenant, le lien social, le fait de ne pas avoir les collègues de la machine à café, ça te manque pas trop, justement? Si, parfois c'est un petit peu difficile. Honnêtement, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Ça m'arrive parce que mon copain travaille dans la banque où je travaillais, donc il côtoie mes anciens collègues. Je connais les gens avec qui il travaille, donc quand il revient du travail et qu'il en parle, des fois je me dis ah j'aurais bien aimé y être, ou ah tu diras bonjour à un tel. Enfin, ça me fait sourire et je suis un peu nostalgique, mais tout de suite après, je me dis non mais je voudrais pas y retourner non plus et je suis tellement contente dans ce que je fais. Et puis ça s'est tellement développé que je suis aussi amenée à rencontrer des gens régulièrement. On a beaucoup de rencontres littéraires. Une fois par mois, j'anime des petits déjeuners littéraires qui sont des clubs de lecture sur Paris. Donc là, j'échange pendant toute une matinée avec des passionnés de lecture. Ensuite, je travaille sur des salons du livre, quand il y en a, bien sûr. Avant le confinement, c'était le cas. Donc, quand c'est comme ça, je pars tout un week-end ou 3-4 jours et là, je rencontre des gens, donc ça va. C'est comme si je faisais du télétravail 4-5 jours par semaine et puis le reste du temps, je suis quand même, ça va, je sors un petit peu quand même. Mais je me doutais de ça en fait, mais je voulais vraiment te l'entendre dire. Donc effectivement, tu as ce lien en fait par la communauté, par le fait déjeuner littéraire. En fait, tu organises ça quoi? Tu as un groupe meet-up en fait et tu organises des réunions. Comment ça se goupille en fait? Alors, ça se passe toujours au même endroit. C'est chez Paul et Rimbaud, qui est un café littéraire sur Paris. C'est limité à 12 places parce que c'est pas très grand et que de toute façon, plus ce serait ingérable. On est 12 et on échange chaque mois sur un thème différent. Donc, par exemple, je leur dis, bah, ce mois-ci, on va parler du mensonge, du thème du mensonge dans la littérature. Donc, chacun apporte un roman coup de cœur, voilà, sur le thème du mensonge ou sur le thème qu'on a choisi. Et un à un, on explique l'histoire du roman, pourquoi ça nous a plu, pourquoi on a aimé, et on essaye de donner envie aux autres de le lire. Bien souvent, ça fait interagir et ça amène à d'autres sujets, donc c'est super intéressant de pouvoir échanger. Puis moi, ça me permet de passer cette barrière virtuelle et de rencontrer concrètement mes abonnés, donc c'est super. Et puis on fait ça autour d'un petit déjeuner, donc c'est hyper sympa. Justement, en termes de relations aussi, est-ce que c'est exclusivement avec des lecteurs, lectrices, ou est-ce que tu as le même genre d'événement en fait, que tu organises ou que tu essaies de fédérer, d'autres blogueuses littéraires ou globalement d'autres instagrammeurs ou instagrammeuses? Est-ce que tu essaies de rencontrer un peu d'autres gens pour justement, bah, parfaire, que ça soit comme tu le disais en technique ou, en tips, astuces et cetera? Est-ce qu'il y a des événements, où où vous rencontrez à je vais dire, seuil de porte requis, 25 000 abonnés, tu vois? Alors, on se rencontre bien souvent grâce aux rencontres littéraires. Quand il y a un éditeur qui organise la rentrée littéraire ou la sortie d'un roman, on est plusieurs à être invités. Donc maintenant, j'ai mes copines, on commence à se connaître, on se rencontre régulièrement. Donc des fois, c'est aussi l'occasion d'échanger sur la profession. Le preset que j'utilise, par exemple, c'est une copine blogueuse qui m'avait donné le filon, qui m'avait dit ah ben c'est génial, moi j'utilise ça. Donc après, ça nous arrive aussi d'échanger par message privé sur Instagram en disant bah, j'ai vu, je sais pas moi, ah, j'ai vu que tu avais un super trépied, quelle est la marque du trépied ou comment tu fais ces vidéos-là, qu'est-ce que tu utilises. On s'entraide entre nous, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de rassemblement à proprement dit pour notre activité de blogueur. Déjà parce que je suis la seule à en vivre dans le milieu littéraire et j'ai pas l'occasion de rencontrer des blogueuses beauté, lifestyle, c'est pas encore arrivé. Donc les autres Instagrammeuses littéraires que je connais, elles font ça encore par passion aujourd'hui et ça prend pas autant de temps que moi au quotidien. Enfin, ça leur prend du temps, mais euh, elles voient ça comme une passion et non pas comme un travail. Donc je pense que je m'investis davantage, quoi. Sans dénigrer leur travail hein, et leur temps, forcément, elles travaillent à côté, c'est un investissement énorme, mais voilà, moi c'est quelque chose, il faut que j'en vive, donc il faut Ouais. que je développe ça plus qu'elle, quoi. C'est ça que je veux Et dire. le ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Non, je pensais parce que, tu vois, je prends l'exemple du YouTube Space Paris, en fait, où, par exemple, il faut avoir 1000 abonnés, tu vois, c'est accessible pour pouvoir rentrer dans cet Oui. événement-là. On pourrait imaginer que, tu vois, que
Facebook a des locaux à Paris, qu'effectivement, il y a des événements qui sont faits pour les gens qui ont des comptes Instagram, qui font des publications importantes, etc. S'il y avait, tu vois, s'il y avait un chargé de compte Instagram qui suit peut-être, qui échange avec des Instagrammeurs. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai 57 000 abonnés, donc je suis considérée comme la première Instagrammeuse littéraire avec 57 000 abonnés. Quand tu compares, quand tu vas dans le monde lifestyle, les blogueuses lifestyle, ou la beauté ou l'humour, c'est les premières en France, bah, la beauté, c'est Enjoy Phoenix, et elle a, je crois, 5 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, c'est pas comparable. Donc, s'il y a des événements organisés par Instagram, je suis probablement pas du tout concernée, puisque dans le milieu si on voit en façon générale les Instagrammeurs aujourd'hui, je suis vraiment pas du tout considérée comme quelqu'un d'influent, alors que c'est le cas en milieu littéraire, mais je suis bien loin des personnes qui ont 100 000, 200 000 abonnés ou 1 million. Enfin, il y en a énormément. Non, bien sûr. Enfin, enfin, on dit encore une fois qu'on monétise à partir de 20-25 000, donc, et la preuve étant que tu arrives à en vivre, donc Oui, faut parce que toute c'est le raison milieu garder. littéraire. Mais je pense Oui, non mais quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté sur Instagram et qui a 57 000 abonnés, je pense pas qu'elle puisse arriver à en vivre. ah, je sais pas. Bah, je lance une bouteille à la mer. Si une blogueuse beauté nous suit, il n'y a pas de problème. Elle me contacte. Elle passe sur le podcast, on en discute. Euh, et d'ailleurs, est-ce que tu as un agent? Est-ce que, enfin, tu fais tout toute seule, mais est-ce que justement sur ce côté rémunération ou apport de clients ou de partenariat, etc., est-ce que toutes tes démarches sont seules ou est-ce que tu passes par une agence qui t'a booké et qui te propose aussi des contrats? On me l'a proposé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Je trouvais que c'était un petit peu trop tôt. Pour l'instant, j'arrive à tout gérer toute seule et je suis contente comme ça. Mais pourquoi pas à l'avenir? On me l'a proposé et après, c'est aussi une question de feeling. Ça n'avait pas été le cas et j'avais pas envie de me lancer dans cette Hmm. aventure-là. Donc ça viendra peut-être plus Est-ce tard, que, je sais pas. ouais, j'allais dire, est-ce que c'est comme dans la série 10%? C'est quoi? C'est ça qu'on Oui, dit c'est en fait ça, qui c'est t'apporte un 10%. contrat? Si le contrat est C'est vraiment signé, ça. ouais, c'est exactement 10%. En tout cas, c'est ce que Ok, l'agence m'avait proposé, ouais. ok, très bien. Écoute, on va arriver sur la fin du podcast. Euh, je vais te poser deux, trois dernières questions. La première, évidemment, alors je ne peux pas m'en empêcher, c'est une question qui est récurrente sur le podcast. Quels sont les livres que tu as préférés? Quels sont les livres que tu as préférés ou que tu conseilles ou qui t'ont aidé à passer, à changer, à prendre ce virage? On a l'impression qu'il est un peu inné chez toi, mais est-ce qu'il y a vraiment le livre que tu recommandes pour changer ou le livre que tu recommandes tout court parce que c'est ton roman préféré? Et il y en a trois qui me viennent à l'idée, qui me viennent à l'esprit, pardon. Le Ah, tout ils trichent premier, tous, celui qui c'est a changé incroyable, tout ma le vie. monde triche. Non, non, Tout mais le monde triche sur le podcast. celui À chaque fois, je dis un livre et celui qui a changé ma bon, vie, vas-y, trois c'est livres. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, parce que c'est le roman qui m'a fait amener à la littérature, qui m'a amené à en découvrir d'autres. Ensuite, il y a eu En attendant Beau Jungle d'Olivier Bourdeau, qui m'a bouleversée. Voilà, c'est un des romans que je conseille le plus, qui est poétique et qui m'a vraiment marqué. Et le dernier en date, c'est Miss Island. Alors l'auteure, elle est islandaise, c'est imprononçable, mais voilà, Miss Island, c'est édité chez Zulma Édition et qui a été, je pense, qui est devenu le plus beau roman que j'ai jamais lu dans ma vie et qui m'a vraiment marqué. Super, bah écoute, impeccable. J'allais te demander justement la phrase qui t'accompagne, ta citation. Je crois que tu me l'as dit tout à l'heure. Je l'ai pris en note à la volée. Oui, quand on veut, on Quand peut. on C'est veut, très on peut. simple, mais quand on veut, on peut. Ça, c'est ma devise, clairement. Et puis, comme disait, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, quand on veut atteindre la lune, non, on atterrit dans les étoiles. Quand on veut décrocher la lune, on atterrit. Oh, je sais plus. Mais voilà, je C'est pense que ça, tu as compris. Hein. tu paraphrases, mais c'est ça, tu paraphrases, mais c'est ça, c'est ce qui est écrit au-dessus de mon bureau. Je l'ai en affiche au-dessus du bureau qui Quand on dit, vise la lune, on atterrit dans les étoiles. non, c'est en visant, je crois que c'est en visant les étoiles, on atterrit au moins sur la Lune, tu vois, c'est un truc Ah comme ça. oui, Mais on voilà. le Bon, remettra exactement, voilà, on le remettra plus précisément sur les liens et sur le descriptif du podcast, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, j'ai été ravi de t'accueillir, Maïté. Je te de remercie. Je même. te souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésite pas à revenir nous parler de la rentrée littéraire ou de d'autres choses ou de faire une chronique livre à l'occasion. Ça sera Aucun avec grand problème. plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci, à bientôt.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.